Je suis le roi de la clarinette. Radio Clarinette. Bonjour David. Bonjour. Et merci beaucoup d'accepter mon invitation pour cet épisode de Radio Clarinette où j'ai le grand plaisir d'échanger avec des musiciens et musiciennes du monde entier. Moi, je vais commencer par dire que c'est un immense honneur de pouvoir t'interviewer. Je t'ai entendu récemment raconter, et on va parler de ça, que tu as écouté un disque qui t'a convaincu de devenir musicien, d'être clarinettiste. Et il se trouve que moi, j'ai entendu des disques de toi qui m'ont convaincu d'être clarinettiste. Oh. Donc je trouve que c'est extrêmement important et très touchant pour moi de pouvoir échanger avec toi. Pour commencer, on dit souvent que tout le monde te connaît. Tu as une très belle carrière. Mais moi, j'aimerais quand même te demander d'où tu viens, comment tu as découvert la clarinette, et que tu nous racontes un petit peu ton histoire du début, si tu veux bien. Oui, absolument. Je suis né à New York et ma famille était très musicale. Mon père chantait et aimait beaucoup la musique. C'était pas son métier, mais il était grand fan de la musique. Et ma mère décédée, elle était violoniste classique. Alors là, quand j'avais 10 ans, elle me disait « David, tu es beaucoup trop vieux pour commencer le violon. » Parce qu'elle a commencé à 4 ans. Moi, j'avais 10 ans. Elle disait que j'ai perdu des années. Alors, elle disait « Mais pourquoi pas un instrument avant? Peut-être la clarinette ou la flûte. » Et elle commençait avec la clarinette. Et donc, comme ça, j'ai choisi la clarinette. Mais aussi, je crois que mes parents étaient très malins parce qu'ils ont mis des enregistrements, enfin des disques de clarinette, The Rhapsody in Blue, La création du monde de Darius Milhaud. De beaux enregistrements. Oui, et cette solo de clarinette est merveilleuse dans la création du monde. Et aussi, quand j'avais 11 ans, après que j'ai joué un tout petit peu à l'école, mes parents m'ont acheté un disque de Sidney Bechet. Wow. Et c'était ça, j'ai entendu la clarinette et le saxophone, le soprano saxophone de Sidney Bechet, et j'ai tombé amoureux avec son jeu et avec sa manière de vraiment parler et communiquer avec l'instrument. Et j'ai décidé tout de suite, OK, je vais devenir musicien. Merci Sidney, merci d'avoir su révéler cette vocation. Comment on apprend la clarinette alors? Comment tu as appris la clarinette? Le classique, le klezmer tout de suite, le jazz, vu que tu as écouté Sidney Bechet. Comment tu as apprivoisé la clarinette? Tout d'abord, c'était dans la petite harmonie à mon école. Mon école, c'était Public School 6, PS6, à New York. Et il y avait une femme qui s'appelait Barbara Gordon, qui a enseigné tous les instruments. Elle a enseigné le violon, elle a enseigné la clarinette, le trompette, trombone, n'importe. Et donc, j'ai appris, je me rappelle des premières fois que j'ai essayé de monter la clarinette, j'ai presque cassé la clarinette mais finalement, I figured it out. Et tu étais déjà convaincu que ça pouvait être un métier ou pas encore? Tu as appris à aimer la clarinette au fil des années, ou alors c'était déjà une conviction que tu voulais faire ce métier? Probablement
j'avais l'idée dans ma tête que je pouvais faire ça comme métier. D'accord. Peut-être j'ai pensé aussi de vivre dans le forêt et de monter dans les tours et garder pour les feux Oui. dans le forêt, forest ranger. Exactement, garde forestier. Oui, Incroyable. oui. Avec une clarinette ou sans clarinette? Sans clarinette, oui, juste là, mais toujours quelque chose avec le bois. Oh, oui, c'est bien. C'est vrai. C'est très bien. C'est vrai. Mais finalement, oui, j'ai continué avec la clarinette juste à l'école, sans leçon. Mais après un an ou deux, j'avais un professeur en privé qui s'appelle Joel Press. Et Joel est toujours vivant, un saxophoniste et clarinettiste. Et Joel était un grand musicien du jazz. Et lui, il avait des remarques extraordinaires. Comme il disait, oui, j'ai entendu Charlie Parker en 1949. Et si tu n'as jamais entendu Charlie Parker live, tu n'as jamais entendu Charlie Parker. Il disait des choses comme ça. C'était extraordinaire. Et un jour, il disait, oui, j'étais à l'armée en 1950 et j'ai descendu, c'était dans le nord de Californie, ou c'était peut-être Seattle, je ne sais pas. Et j'ai descendu à San Francisco pour écouter un double bill de Miles Davis et Sidney Bechet. Incroyable. Oui, alors il avait des histoires comme ça. Qu'il te racontait en cours pendant les leçons, tout le temps, comme ça. Tout le temps. Ça fait rêver, non, quand on est élève. Oui. C'est et génial. aussi, il était avec moi pour choisir des disques du jazz. Ah, pour aller acheter les disques. Oui, les disques, par exemple, je me rappelle, on a acheté Coleman Hawkins' Body and Soul et the Lester Young, Buddy Rich, Nat King Cole Trio et aussi plein de disques Duke Ellington des années 30. Alors comme ça, j'avais eu une éducation. Une culture tout de suite. Oui. Et donc une culture de ce que tu racontes tout de suite très jazz. Oui. Alors tu avais parlé un peu du classique avant, des Rhapsody in Blue, des choses comme ça. Oui. Tu as tout de suite improvisé à la clarinette. Comment on aborde ça? Tu as rapidement appris avec ta clarinette à ne pas juste lire les notes, à aussi improviser, ou c'est arrivé plus tard? Ça arrivé plus tard parce que... Pourquoi et quand? C'est arrivé comment? C'est-à-dire que, oui, d'abord, je me suis mis vraiment à apprendre comment jouer l'instrument, les gammes et tout ça, et en jouant dans la petite harmonie à l'école, il y avait, oui, c'est, mais quand j'avais 13 ans, j'avais envie de jouer d'improviser. Alors, mon professeur, Joel Press, m'avait appris de jouer au piano très simplement en blues. Ouais. Et j'avais un système très primitif à l'époque. J'avais 2 magnétophones, mais reel to reel. Wow. Comment on dit ça en français? Je ne sais pas. C'est des je vois. Et reel to reel, ça veut dire les vieux trucs avec les audio tape. Ouais. Et alors, j'avais 2. Alors, j'ai enregistré le piano. Ouais. Et ensuite, j'ai joué l'enregistrement et j'enregistrais l'autre avec... j'avais un saxophone ténor. Ouais. Et ensuite, j'ai enregistré le saxophone ténor et le piano avec la clarinette. Incroyable. Et je crois que j'ai perdu ça. Oh, c'est dommage. Ça doit sonner horrible. Mais non, ça doit être hyper intéressant. C'est génial comme anecdote. Tu as fait ça. Et alors, à quel moment le klezmer, le yiddish, ça débarque
ce style? À quel moment ça arrive dans ta vie? C'est naturel? À quel moment tu vas l'étudier? À quel moment tu vas le jouer? Oui, mais le klezmer est venu beaucoup plus tard. D'accord. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'était que, oui, j'ai étudié quand j'étais dans le high school, dans le lycée, quand j'avais 15 ans. J'ai commencé d'étudier avec un autre professeur qui s'appelait Leon Rushnoff. Et Leon Rushnoff, c'était un des grands professeurs des États-Unis. Ses élèves, c'était tous les grands solistes des orchestres. Il a commencé sa carrière dans les années 30, mais vraiment dans les années 40, les années 50 et 60, et 70, ça c'était la grande période pour Leon Rushnoff. Ouais. Et donc son premier élève très célèbre était Stanley Drucker. Oh oui. Oui. Et Drucker, quand Drucker est entré au Philharmonique de New York en 1948, tout de suite, les gens disaient « Ah, Drucker, il est très fort. Qui était son professeur ?» Incroyable. Ça, c'était Leon Rushnoff. Et Leon Rushnoff aussi, il a donné des cours à Larry Combs, à Michel Zukovsky, Frank Cohen, beaucoup des gens qui jouaient dans les orchestres, mais aussi à Jimmy Hamilton, le grand soliste de l'orchestre de Duke Ellington. Ouais. Alors là, Rushnoff avait un studio dans le district Times Square neighborhood, 48th Street and Broadway, la rue 48 et Broadway. Et c'était un tout petit bâtiment, 4 étages. Il y avait beaucoup de bâtiments dans le Theater District comme ça. Mais à l'époque, moi, j'ai commencé avec Rushnoff en 70 ou 71, quelque chose comme ça. Et j'ai resté avec lui 9 ans. Mais à l'époque, quand j'ai commencé avec lui, cet quartier était un peu funky, disons. Okay. Oui. C'était vraiment le Red Light District. Ouais. C'était le Pigalle du New York. Okay. C'est toujours ça, mais là, si tu vois par exemple le film Taxi Driver, oui, bien sûr. Il y a ça. Cette ambiance, oui, il y a cette ça. ambiance très dure. Et donc, j'ai des souvenirs drôles, disons que dans le bâtiment de Rushnoff, on est allé dans un ascenseur et en disant l'odeur dans l'ascenseur, c'était un peu... Ça sentait pas la clarinette. Oui, non. Et l'ascenseur montait à 2e étage, la porte ouvrait. Rushnoff, c'était 4e étage. Porte ouvrait. Et là, il y avait un groupe des femmes avec les jupes très courtes et la lumière rouge. Ah oui. Et puis, la porte se referme. Tu es resté dans l'ascenseur pour aller au 4e étage. Exactement. Bravo. Le petit garçon, il a monté à faire sa leçon. Mais de clarinette. Bien sûr. Mais c'était là, il y avait beaucoup d'activités, des activités comme ça dans le Times Square. C'était un quartier avec beaucoup de couleurs, on peut dire. Mais là, j'avais mes leçons et Rushnoff, quand je l'ai rencontré, j'avais peur de rencontrer un professeur très formel, très dur, parce que j'étais triste de quitter mon professeur, le professeur du jazz, etc., Joel Press. Mais quand j'ai rencontré Rushnoff, la porte est ouverte
Et voilà un monsieur avec les blue jeans Oh. et the overalls. Oshkosh bagosh overalls. C'est les blue jeans et les cheveux très bordel, quoi. Et lui, il était très chaleureux. Il disait, bah David, entre, tu es bienvenu. Et moi, j'ai tout de suite tombé amoureux avec Leon Rushinov. C'était un grand monsieur et un grand professeur. Tu as étudié longtemps avec lui? 9 ans. 9 ans. Oui. C'est beaucoup. C'est vraiment bien. Oui. Et donc, il t'a appris énormément de choses à la clarinette. Oui, Et absolument. sur plein d'aspects différents. Ça ramène à ma question, du coup, comment le klezmer après est arrivé Oui. Comment c'est arrivé Oui, pour et toi? donc... C'est pendant ces années-là? Oui, non, en fait... Encore après? Encore après. Je vais trop vite, excuse-moi. Oui, non, parce que j'ai fait mes études quand j'avais 15 ans, et mon lycée, c'était the High School of Music and Art. Oh. Et c'était que des musiciens et des artistes plasticiens. Super, ça. Alors, c'était le paradis. Et nous, c'était dans tous les groupes socio-économiques, toutes les races, toutes les ethnicités. Tout mélangé. Les religions, tout mélangé. C'était tout New York, en fait, ensemble. Mais New York artistique, excentrique. Les gens avec qui j'ai fait le lycée, c'était des gens extraordinaires. Et donc, il y avait une espèce de terrasse où c'est difficile à expliquer en in English. There was c'était le High School of Music and Art s'appelait The Castle on the Hill, le château sur la colline, parce que il y avait une espèce de colline. C'était en Harlem, donc il y avait un métro sur l'avenue Saint Nicholas Avenue et la rue 135. Et les gens montaient un grand escalier sur un parc et on a arrivé sur le but de la colline. C'était un petit moment. Ah, c'est ça. Oui. Et là, j'étais là après avant d'entrer dans le high school et j'ai joué mon saxophone soprano. Et il y avait un monsieur qui s'appelle Anthony Coleman, un grand pianiste et compositeur du jazz. Et lui, il m'avait écouté du bas de la colline. Et il qui joue cet saxophone? Et il a monté et on est devenus amis et on a joué ensemble. Donc, dans le lycée, j'ai joué le jazz et en même temps, j'étais très sérieux pour étudier la musique classique et pour bien apprendre la clarinette, la technique classique. Parce que tu jouais aussi du saxophone à l'époque, c'est ça? Oui. Tu étudiais les deux instruments? Oui. Plus la clarinette ou pas forcément? C'était plus la clarinette. Plus la clarinette. Et tu prenais le saxophone ténor toujours? Ténor et soprano. Aussi. Mais toujours en si bémol. Toujours, oui. Je restais en si bémol. C'est plus facile. Mais j'ai pas étudié le saxophone du tout. Tout seul, tu as fait tout seul, tu as appris tout seul. Presque tout seul. Joel Press m'avait montré quelques doigtés et finalement... Ça t'arrive encore d'en jouer maintenant du saxophone? Non. Tu as encore un saxophone? J'ai un King Super 20, un vieux... Chez toi, tu as toujours ça. Oui. Mais il sort plus du placard. Non, malheureusement pas, parce que j'ai fait un solo de Dan Note sur un shuffle avec le big band de mon high school. Et en fait, et moi j'ai fait un solo. Et ça c'était the pinnacle of my career on the saxophone. J'ai travaillé pas. Oui. J'ai travaillé pas. Mais tous les collègues saxophonistes qu'on a, ils nous disent que le saxophone, ça se travaille pas. Ça se joue.
Ah, c'est pas possible. La clarinette, j'ai travaillé. Beaucoup travaillé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc tu as étudié, comme tu as dit, tout le répertoire classique, Oui. comme beaucoup. Tu as vraiment... quels sont tes meilleurs souvenirs ou tes pires souvenirs? On commence par les pires, les pièces vraiment que tu as pas aimé travailler en musique classique. Non, mais c'était que ça m'avait pris beaucoup de temps. J'ai lutté beaucoup d'être confortable, de trouver, le confort, C'est je ça, dois ouais, le dire. confort. Oui, le confort, parce que, et si j'avais une mauvaise hanche, ça tombait tout de suite dans la merde, quoi. C'est ça. C'est- Ça, c'est c'était- la vie de tous les clarinettistes. Oui, Ouais. oui. Même maintenant, Toujours. je supporte pas une mauvaise hanche. Non, personne. Oui, mais là, ça a vraiment détruit tout. Maintenant, je me débrouille, c'est-à-dire que, oui, c'est plus facile. Mais là, ça, c'était si délicat que, mais j'ai étudié, j'ai beaucoup travaillé, et je me rappelle un moment où j'ai fait un stage près de New York, à Bowdoin College, en Maine. Ok. Et là, oui, j'ai fait des cours de clarinette avec un clarinettiste de l'ensemble de musique de chambre là. Aussi, j'ai fait quelques musiques de chambre, mais en principe, j'avais des heures de travailler. Mm. Et je me suis mis à travailler 8 heures par jour, Wow. la clarinette. Et j'étais dingue pour travailler. Ça, quand j'avais 15 ans, 16 ans à peu près. Et j'ai travaillé. Un jour, je dois dire une nuit, je raconte ça à mes élèves. Une nuit, on a décidé de faire la fête. Normal. Et j'étais teenager. Eh oui. Et on a bu du vin. Et ensuite, on a bu un peu du tequila. Ah. Ça, c'était pas une très bonne idée. Non. Et moi, j'étais malade. Et le lendemain, je me suis levé et je me sentais pas bien du tout. Et j'ai décidé, OK, je vais prendre un jour off. Parce que j'ai travaillé, et je vais faire un jour off. Alors, on était en Maine et il y avait la mer Atlantique, très froid. Et on est allé nager dans la mer. Ce jour-là? Oui, ce jour-là, c'était, un petit truc. Ok. Tous les élèves sont allés. Et moi, j'ai nagé dans la mer et mes jambes étaient bleues. Ah oui? Parce que il faisait si froid, mais j'étais rafraîchi. Et donc, les amis, ils ont dit, oui, on va au cinéma, peut-être. Et j'ai dit, peut-être je vais travailler un tout petit peu. Ouh. Et je suis allé travailler. Et soudainement, tout a commencé à faire le sens pour moi. Et j'ai travaillé. Mes amis frappaient à la porte. David, tu veux venir au cinéma? Non, je travaille. Et ils sont revenus après le cinéma. David, tu veux aller à Dunkin' Donuts pour manger un donut? Non, ça va. Et encore, j'ai travaillé 8 heures. J'ai pas pris une pause. Mais c'était un moment où je savais que c'était né, the ability to play was being born en ce moment-là. On ne conseillera pas à tous les élèves qui vont écouter cette émission de boire de la tequila et du vin pour avoir une révélation et pour travailler, mais pour toi, ça a marché. Pour toi, c'était le moment. Mais peut-être, c'est simplement de dire, de prendre un moment off, de travailler beaucoup, et ensuite se relâcher. Exactement. De laisser se calmer un peu. Oui. Et ensuite,
On y retourne. Oui. Et ensuite, on y retourne. Réfléchi. Exactement. Oui. Ah bah, encore plus toi après la baignade. Oui. Tu étais très rafraîchi, toi. Tu étais très, très rafraîchi. Peut-être Un peu trop. la baignade, C'est une bonne ça idée. suffit. Ça suffit. La bonne baignade dans l'eau très froide, c'est bon. Ça, c'est une bonne idée. Oui. Ça, c'est assez incroyable. Qu'est-ce qui se passe après alors? Tu deviens... Donc après, je suis allé à l'université, Oui. à college, Sarah Lawrence College, qui était près de New York. Mhm. J'ai continué mes leçons avec Russianoff. Toujours. Et dans cette période-là, j'avais une crise de confiance autour du jazz. Je me suis dit, peut-être, c'est pas possible pour moi de vraiment trouver quelque chose original, quelque chose de moi. Alors, j'ai arrêté le jazz, presque 100%. Aussi, dans ce moment-là, j'avais l'opportunité d'étudier en France. Ah, c'est là. Et ça, c'était ma 3e année du collège. J'avais 20 ans et j'ai fait une année au Conservatoire de Paris, chez Ulysse Delécluse. Ulysse Delécluse. Oui. Et lui, c'était, comme on dit, un général, Oh, oui. un drill sergeant, un Oui. sergent comment on dit, très, très, très technique. Et aussi, Rushnoff, on faisait des gammes, beaucoup, beaucoup de techniques, mais Delécluse, l'enseignement, c'était, je peux dire, plus militaire. Ah oui. Rushanoff, c'était toujours la réflexion. Comment on fait avec les doigts? Comment le poids des doigts? Comment on travaille? Delécluse, non. C'était militaire comme get on the ground and give me 50 push-ups. C'était pareil pour les gammes, là. Oui. Il fallait faire ça, quoi qu'il se passe. Oui, il n'y avait pas la réflexion. Quand tu es arrivé en France, petit aparté, tu ne parlais pas du tout français. Non, j'ai parlé Tu avais un petit peu appris le français déjà. J'ai appris le français et le premier endroit pour moi, c'était Nice. Ah. J'ai fait l'Académie internationale d'été, L'été. oui, à Nice. Mm. Et là, c'était des gens qui venaient d'Allemagne, d'Hollande, du pays, de l'Espagne, de Bulgarie même. Wow. En 76, Bulgarie, c'était... Oui, 100% communiste. Oui. Alors, c'était très intéressant. Mais tout le monde parlait le français. Ah oui. Et donc, j'ai fait une décision parce qu'à l'époque, c'était impossible de faire quoi que ce soit sans la langue française. Donc, j'ai décidé, dès que mes pieds touchent la terre française, je vais arrêter l'anglais. Et j'ai fait ça. Et tu parles maintenant parfaitement français. Parfaitement. C'était une belle décision. Ah si. Oui. Non, mais écoute, donc, je suis arrivé, j'ai pris un taxi pour aller dans la ville, à Nice, d'aller en ville, et j'ai commencé tout de suite à parler au chauffeur du taxi. Et le type, il était très heureux. Il disait, bah, dis donc, monsieur, tu parles très bien le français. Et, tu sais même imiter l'accent du Sud. Mais oui, tu parles parfaitement français. Magnifique. Non, mais quand j'écoute, je ne n'oublierai jamais le chauffeur. Ce chauffeur et son chaleur. Oui. Et je me suis senti... je me suis senti tout de suite bienvenu en France. Et j'étais très touché par ce monsieur et comme il était gentil avec moi. Et, donc, j'ai fait une année au conservatoire. Et après, j'ai parlé. Et quand je suis arrivé à Paris, c'était déjà mieux, mon français. Et comme ça, j'ai continué ma stratégie qui marche très bien, ouais. de ne pas parler anglais. Et voilà, j'ai parlé. Et après, j'ai fini l'université. J'ai fait le Juilliard, l'école Juilliard, toujours chez Rushanoff. Mm-hmm. Après,
j'ai commencé 10 ans mon apprentissage de freelance et j'ai fait la musique contemporaine. J'ai fait les orchestres. J'étais clarinette solo dans les orchestres régionaux. Wow. Comme par exemple l'orchestre avec qui j'étais soliste, l'orchestre de chambre de la Nouvelle-Aquitaine. Oui. C'était comme des orchestres comme ça. Oui. Un orchestre à New Haven, Ouais. tout près de New York. Et il y avait des grands musiciens dans cet orchestre. Alors là, j'ai fait clarinette solo 4 ans dans cet orchestre, comme j'ai dit, la musique contemporaine, la musique avant-garde. J'ai fait un peu de Broadway. J'ai fait beaucoup de musique de chambre. Et comme ça, 10 ans, si tu me téléphones, j'accepte. C'est vrai. C'était ça. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. On y va. Oui, on y va. J'ai joué. Jamais trop difficile. Non. J'ai fait un concert en jouant un morceau du Edison Denisov pour piano, clarinette et percussion. Très difficile. Les rythmes dingues et tout ça. J'ai fait le John Cage. Et John Cage était à côté de moi, aussi proche que nous. Incroyable. Et lui, il me regardait. Qu'est-ce que tu fais là? Et c'était très bien. Pendant cette période, j'ai fait le Sequenza de Berio par cœur pour Berio. Et ça, c'était un challenge. Aux États-Unis? Aux États-Unis. Il était là, aux à New York. Il était là en 95. Donc, j'ai déjà commencé le klezmer, mais c'était au début de cette aventure pour moi. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'était en 87 à peu près. À peu près 87. Il y avait un moment où le monde de l'Europe de l'Est commençait à s'ouvrir. C'est vrai. Et on lisait les écrivains de l'Europe de l'Est, comme Milan Kundera. Incroyable, bien sûr. Et aussi Philip Roth a publié des livres des écrivains de Pologne, par exemple Bruno Schulz. Et toi, tu as commencé à lire ces choses-là? J'ai commencé à lire ça, et je commençais à me dire, tiens David, c'est ta culture, tu viens de cela. Mais tu connaissais pas du tout, à ce moment-là, très peu. J'avais une grand-mère qui venait de la Biélorussie. Oui. Et elle parlait avec un accent fort yiddish. Ah oui. Alors j'ai écouté la voix de ma grand-mère et je me suis dit, peut-être il y a quelque chose derrière tout ça. Il y a une histoire derrière tout ça. Et quand j'ai découvert la musique klezmer, j'ai découvert en fait les vieux disques de Naftuli Brandwine, de Dave Tarras. Je me suis dit, c'est comme la voix de ma grand-mère. C'est le yiddish en musique. Et, mais donc j'ai commencé à réfléchir à ça en 87 à peu près. Et il y avait un jour, j'étais dans le métro, pas le métro, dans un bus à New York, et il faisait très chaud. Et une femme montait dans le bus, et cette femme, elle jouait l'accordéon dans un groupe de klezmer. Et je savais ça parce qu'elle était devant ma maison. Ah oui. À la rue 80 et Broadway. Et j'ai écouté la musique klezmer et je me suis dit, tiens, ça c'est la musique klezmer, intéressant. Et je l'ai rencontré et j'ai dit, vous êtes l'accordéoniste de ce groupe de klezmer.
Et on s'est rencontrés aussi parce qu'on avait des amis en commun, Oui. etc. Et donc, elle me disait, David, on cherche un clarinettiste Oh, pour notre groupe de klezmer. Mais elle pensait que je vais dire oui parce que j'étais établi, un musicien de chambre, etc. Je vais dire, oh, peut-être j'ai un élève ou j'ai un copain, j'ai quelqu'un. Et les mots sortaient de ma bouche comme un rêve. Comme j'étais, like I was sleepwalking or hypnotized. Et les mots sortaient de ma bouche. I'd like to try. wow. Moi, je veux essayer. Et c'était des années de frustration parce que il y avait quand même au milieu des années 80, je me suis dit, j'ai jeté le bébé avec l'eau de bain. Oui. Je veux improviser, je veux sortir de la musique écrite. Et donc j'ai dit, I'd like to try, je veux essayer. Et je commençais en ce moment-là. Et là, c'est parti. De jouer la musique klezmer. J'avais 31 ans à l'époque. Après 8 mois, j'ai joué les petits gigs, les petits trucs dans les old age homes pour les gens très âgés. J'ai joué dans les centres de communauté. Et tout d'un coup, il y avait les gens qui parlaient le yiddish, mais pas uniquement les gens très religieux, les chassidim, les gens avec les chapeaux et les barbes et les, qu'on dit, les payas, mais aussi, c'était des gens qui, leurs parents étaient les travailleurs des vêtements, the garment workers. C'était des gens qui continuaient de parler le yiddish. Et je me suis dit, waouh, cette culture n'est pas tout à fait morte. Ah oui. Et j'ai joué cette musique. Et après 8 mois, il y avait un groupe qui s'appelle The Klezmatics. Et The Klezmatics m'avait demandé, David, peut-être tu vas venir avec nous jouer en Europe. Wow. J'ai dit OK. Allez. Et on est arrivé à Berlin et il y avait 1000 personnes, mais les jeunes personnes en train de danser, de faire la fête. Et ce n'était pas uniquement, ce n'était pas que des Juifs. Ce n'était que des Juifs, pardon. J'ai bien compris. Grammaire. On a bien compris. J'ai des trous dans ma grammaire quand même. Donc, ce n'était que des Juifs, c'était des gens, des jeunes gens. Et ils faisaient la fête. Et nous, le Klezmatics, on jouait amplifié, fort. Ouais. Nous étions un Jewish punk band. On jouait comme ça. C'est génial comme appellation. Oui. Et c'était un peu, nous, on voulait donner gentiment, bien sûr, un coup de poing. C'est ça, musical. Oui. Et là, donc, j'ai commencé avec The Klezmatics. J'ai resté 7 ans avec eux. Et après, j'avais envie de partir et faire ma musique à moi, d'être le leader, le chef d'orchestre, le band leader. Et j'ai quitté le Klezmatics. En ce moment-là, ça c'était au milieu des années 90. Et c'était un moment extraordinaire parce que, comme ça, au milieu des années 80, il y avait le glasnost, le perestroïka, Gorbatchev, l'Est a comment, ces auteurs comme Kundera. Mais là, vraiment, en 89, bien sûr, c'était la chute du mur Berlin. Tout a changé, a commencé à changer. Et en 92, j'ai joué à Cracovie, la ville de mon nom. Et j'étais là à la festival de la culture juive. Et j'étais présenté, j'étais toujours membre du Klezmatics. Et j'étais présenté David Krakauer. Et j'ai approché le microphone, j'ai dit,
bonjour tout le monde, je m'appelle David Krakauer et bienvenue à ma ville. Et toujours, même des années plus tard, les gens à Cracovie, 30 ans plus tard, ils parlent de ce moment. C'est vrai. Parce que pour moi, oui, je blaguais un tout petit peu. Mais en même temps, non. Mais en même temps, non, c'était un moment très important et très émouvant pour moi de dire cette ville que je croyais c'était derrière le rideau de fer. Quand j'étais gosse, je me suis dit je n'y vais jamais à Cracovie. Et d'être là et jouer la musique de mes ancêtres, de jouer ça, c'était hyper émouvant. Ah oui, je veux bien croire. Oui. Et donc, oui, j'ai continué avec The Klezmatics et on a fait beaucoup de tournées, principalement en Allemagne. Oui. Mais en 96 à peu près, j'ai quitté le Klezmatics. On a fait un grand projet avec le violoniste Itzhak Perlman. Ouais. En film, il y avait un film. Et il y a un moment dans le film où Perlman, la violoniste Alicia Svigels du Klezmatics, elle lui apprend comment on joue la musique klezmer. Wow. Et c'est un moment extraordinaire. Et ensuite, on commence à jouer. Et Perlman dit, oh, peut-être un solo du clarinettiste. Et moi, j'ai joué. Et Perlman regardait, il se disait, qui est ce mec dingue? Qui est ce fou? Oui, ce fou. Ah. Oui. Et ça, c'était un moment. Mais après ça, j'ai quitté le Klezmatics. J'ai formé mon propre groupe. J'avais l'opportunité d'enregistrer des disques chez Tzadik, le label de John Zorn. Ouais. Parce que j'ai rencontré John Zorn en 92 pour faire son morceau Kristallnacht à München, et là à Munich. Et ça, c'était très important, ça. Et aussi, en 94, j'ai fait l'enregistrement de Les rêves et prières d'Isaac l'aveugle, d'Osvaldo Golichov. Et ça, c'est un morceau où Golichov a trouvé un mélange génial du classique et de la musique klezmer. C'est quelque chose que toi, tu expérimentes maintenant, de mélanger les styles. Oui. J'ai eu la chance de t'écouter récemment sur ta création. Je fais un saut dans le temps, on n'est pas dans la chronologie, mais on peut parler de cette magnifique création qui a eu lieu il y a quelques jours, avec justement, t'en parlais, avec l'orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine. Oui. Tu peux nous raconter un peu comment tu en es arrivé à ce projet-là? Oui. Et quel est ce projet déjà? Je te laisse. Oui, le projet, c'est un concerto pour clarinette, mais en revanche, Golichov, quand il a écrit cette rêve et prière d'Isaac l'aveugle, il marquait pour clarinette klezmer et quatuor à cordes. Oui. Qu'est-ce que c'est une clarinette klezmer? C'est une clarinette. C'est une clarinette normale. Une clarinette normale, mais jouée dans le style. Par exemple, si on dit pour jazz clarinette, c'est pareil. C'est pareil. Il faut jouer dans le style. Il faut trouver. Et c'est le style, oui, la phrasée, les trills, les ornements, mais c'est le son. Le son. On sait tout de suite si le son du jazz est correct ou non. Toi, ton concerto, tu l'as appelé pour clarinette klezmer aussi? C'est écrit ça? C'est écrit pour clarinette klezmer et orchestre? Oui, exactement. Donc la même chose. Oui, mais le titre, j'ai choisi un titre, The Fretless Clarinet. The frets sont sur les guitares. Comment on dit frets? On dit la même chose.
les frettes. Oui, exactement. Oui, c'est la clarinette sans fret, the fretless clarinet, parce que j'avais un ami, pourquoi je parle dans le passé? J'ai un ami qui a un nom de plume assez rigolo, 99 Hooker. Ok. Oui, parce que c'est un poète et un type extraordinaire, un grand wordsmith. Et lui, il trouve des trucs. Il disait, David, quand tu joues, ta clarinette n'a pas des frettes. Parce que quand je fais des grandes glissando, c'est son fretless clarinet. Alors, je me suis dit, c'est un titre irrésistible. C'est parfait comme titre. Oui. Et donc, j'avais l'idée dans ma tête, depuis des années, d'écrire un concerto pour clarinette et orchestre. Et tu avais déjà, quand tu dis l'idée, tu avais aussi des idées musicales ou tu avais juste l'envie d'écrire un concerto? Mais il y avait déjà des musiques qui arrivaient avec l'orchestre pour toi que tu allais dire ça va ressembler à ça? Tu avais déjà construit quelque chose un peu dans ta tête? Non. Ou c'est arrivé très tard? C'est-à-dire que ce n'était que l'idée de vraiment de faire quelque chose comme ça. Et alors, il y a 10 ans, j'ai rencontré ma partenaire, Kathleen Tagg. Et Kathleen et moi, on commençait de jouer Debussy et Brahms ensemble. C'est beau comme début. De jouer la musique, la musique classique. Elle est une grande pianiste classique. Mais après un moment, on se disait, nous aussi, que on cherchait quelque chose d'autre. Elle adore faire des expériments. Elle joue dans le piano. On a fait un autre projet, Breath and Hammer, où elle a fait une espèce d'orchestre de piano orchestra, wow. Où elle a fait une orchestration comme pour l'orchestre, premier violon, deuxième violon, alto, violoncelle, basse, les corps, les trompettes, mais elle a réalisé tout ça avec le piano. Wow. Donc, par exemple, pour le violoncelle, elle a pris le cheveu des archers de violoncelle et elle a fait une espèce d'archet avec le sur cheveu les cordes du piano. Sur les cordes du piano. Et elle a fait des samples de et ensuite ploc, plunk, et ensuite plom, elle frappait le côté du piano, etc., etc. Et elle a fait tout un orchestre avec les samples. Et donc, on joue, nous, acoustique, avec les boucles enregistrées qui fait un orchestre. C'est beau. Avec nous, oui. Donc, avec Breath and Hammer, on a commencé de faire de la musique créative. Donc ça, c'est même le titre de votre album. Hein. Oui. On peut faire un tout petit peu de publicité quand même. C'est un album qu'on n'a pas encore eu la chance d'entendre en concert en France, mais ça ne saurait tarder. Mais je te laisse continuer, mais c'était pour dire que c'est un album à écouter absolument, justement. Qu'on trouve en écoute... on peut l'écouter en ligne et tout ça, cet album. Absolument, voilà. Absolument. Ou l'acheter, bien sûr. Oui, please, même, voilà. Please buy it. Donc vas-y, je te laisse continuer, pardon. Donc cet album, ça a été une étape déjà dans la collaboration ensemble, une grande étape. Oui, une grande étape. Et ensuite, on a fait la musique du film ensemble pour un film qui s'appelle Minion, un film très très beau du metteur en scène Eric Steele, il s'appelle. Et ensuite, on a fait un morceau pour harmonie, un grand morceau pour grande harmonie, mais à cause du Covid, ce n'était pas encore créé. Mais ça doit être créé en Hollande, j'espère à bientôt. On attend ça. Et après, et donc, on avait cette idée de faire un concerto de clarinette. Et
un jour, on a joué en concert en duo et une femme est venue nous voir après le concert et elle disait « Vous êtes merveilleux, vous deux, moi, je donne l'argent et je fais des commandes. » Waouh. Et Parfait. voilà ma carte. Ah, on garde la carte, on ne perd pas cette carte. Exactement. Et après, on lui contacte et elle disait oui, mais ma condition, c'est que ça doit jouer. C'est une bonne condition. Oui, c'est une très bonne. Oui, ça doit jouer et il faut au moins trois concerts avec cette œuvre. OK. Donc, on dit oui, OK. Maintenant, on va contacter des orchestres. Bien sûr. Parce que aussi, elle donnait l'argent, mais on avait besoin d'un peu plus d'argent pour avoir oui. Et donc, on a trouvé, enfin, un orchestre à Californie avec le maestro Francesco Lecce Chang, un maestro extraordinaire. Et lui, il disait, oui, mes orchestres font des commandes, et oui, c'est bien. Et si on va jouer, et il y aura 3 concerts. Waouh, parfait. C'était tout réglé. Oui. Incroyable. Et aussi, il a un autre orchestre. Donc ça, c'était the Santa Rosa Symphony à Californie, the Eugene Symphony en Oregon. Et après, donc, il y avait le Covid, il y avait toutes les galères qu'on connaît. Galères. Et après, entre-temps, le chef d'orchestre en France, Jean-François Heisser, m'avait contacté. Il disait, David, qu'est-ce que tu veux faire? Et j'ai dit, oui, j'ai tel concerto et ça, parce qu'on va jouer à la Philharmonie et ça va être chouette. Et... Il faut dire que tu avais joué une première fois en janvier 2020, c'est ça? Oui, 2020. Janvier 2020, où tu avais joué déjà le concerto de Mozart et des pièces klezmer, mais surtout la grosse pièce était le concerto de Mozart avec eux, et que ça s'était extrêmement bien passé. Je peux en parler parce que j'ai eu la chance de t'écouter au moins 4 fois, je crois, et c'était à chaque fois incroyable dans des villes autour de Poitiers, Rochefort et d'autres villes comme ça, où c'était à chaque fois vraiment magique. Excuse-moi, je te laisse continuer, mais ça vient de là, cette demande du chef d'orchestre, donc de recollaborer ensemble, c'était ça. Exactement. Et c'était un concert de Bernstein, mais il voulait quelque chose d'autre. Et donc, j'ai dit, aussi, Jean-François, on a un morceau que j'ai écrit avec Kathleen, ensemble, parce que ça, c'était après de faire Breath and Hammer, faire la musique du film. Donc ça, pour Santa Rosa et Eugene Symphony, ce concerto de clarinette, et peut-être c'était terminé, ou peut-être on était... Peut-être en train de l'écrire. En train de terminer notre écrit, mais j'ai dit, j'ai un concerto que moi j'ai écrit avec Kathleen Tagg. Qu'est-ce que t'en penses? Il disait, OK, je vais demander. Une semaine après, il disait, oui, la Philharmonie est passionnée. C'est super. Concerto Krakauer Tagg. Wow. Oui. Mais moi je me suis dit, oui, parce que oui, je suis connu en France et les gens vont être curieux. C'est sûr. Même si c'est horrible, les gens vont venir quand même. De toute façon, c'est une création. On vient et on voit. Moi, je peux attester que c'était absolument pas horrible, que c'était même magique, que c'était incroyable. Tu nous as d'abord charmé avec une sonate de Bernstein orchestrée qui était très, très sympathique en introduction de concert. Mais derrière le concerto, c'était un moment magique. Hein. Et puis faire salle comble en ce moment avec toutes les galères qu'il peut y avoir, ça prouve que le public français t'apprécie très fortement. Et les applaudissements à la fin ont montré que je pense que c'était pas horrible du tout, bien au contraire. Non, on est très fiers. Ah, c'était incroyable. Non, mais je veux dire que simplement que la Philharmonie connaît mon travail.
Donc, il savait que même si peut-être on n'a pas créé quelque chose de bien, moi, je vais jouer bien quand même. Il savait vrai, ça. C'est vrai. Donc, oui. Enfin, je blague un peu. C'est toujours un risque. On fait Bien une sûr. commande à un compositeur. Moi, j'ai fait des commandes aux compositeurs et le morceau n'est pas leur meilleur morceau. Ça arrive. Et donc, mais moi, alors, je veux dire simplement, publiquement, merci beaucoup à la Philharmonie de Paris de croire en moi. C'est beau. Merci C'est beaucoup. vraiment super. Et à l'Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine, à toute cette équipe qui a Oui, vraiment fait qu'on a pu entendre cette pièce vraiment, vraiment très très belle, qui j'espère sera sûrement rejouée en France bientôt. Hein. C'est le oui, but j'espère. du jeu, de toute façon, d'une création comme ça. C'est la première, mais c'est pas la dernière. C'est vraiment ce qu'on te souhaite pour l'entendre rapidement, pour que les gens puissent venir l'écouter. Oui, absolument. Et aussi, je suis à Francesco aux États-Unis to believe in me, d'y croire, d'avoir confiance en moi et Kathy, de vraiment deliver the goods, on dit Comment en t'as anglais. construit ça? Comment t'as eu les idées? Comment on fait pour composer tout un concerto? Où est-ce qu'on va chercher? Je connais un peu les réponses. J'ai écouté ta conférence avant le concerto, avant la création. Il y a du contemporain, il y a du classique, il y a du klezmer, il y a tout ça mélangé. Comment on fait? Comment on organise ça dans la tête de David Krakauer? C'est-à-dire que ça commençait, donc on avait les commandes en place, les orchestres en place, et donc on avait le fer, comment on dit, fer verte. Le feu vert, exactement. Le feu vert pour commencer. Oui. Donc, c'était dans l'été de 2020. Non, 2019. 21. Oh, 2019. 2019. Et on était, Kathy et moi, étaient entre un concert en Italie et le mariage de ma fille. Wow. En Angleterre. Donc, on avait une semaine vide, donc on se disait, on va prendre un Airbnb à Lac Como. Magnifique, dans le nord de l'Italie. Pour être inspiré. Et donc, c'était très bien, on a trouvé un étage d'une villa sur le lac, extraordinaire. Et donc, une nuit, il y avait un orage, mais un grand orage. Et là, j'étais inspiré. Ah, c'est l'orage qui t'a... Oui, mais c'était le troisième mouvement. Tu as commencé par le troisième, alors. Oui, finalement, je croyais que ça va être le premier mouvement, mais finalement, on se disait non, c'est le troisième mouvement. Il y avait une grande tutti avant, et je croyais, oui, le tutti... commençant, mais finalement, c'était le troisième mouvement. Et j'ai commencé avec l'idée de l'improvisation en klezmer, on appelle ça doina. Et le doina, il y a les fragments. Donc, le doina, c'est une improvisation monophonique, mélismatique, pas beaucoup d'harmonie, juste un drone. Et tu peux nous montrer un peu, peut-être, nous faire entendre. Comme Et donc, je croyais, oui, cet matériel. Et donc, j'ai écrit. Mais j'ai pris des petits bouts de cette
improvisation lyrique et j'ai transformé ça dans quelque chose... En un orage, en Oui, fait. en orage, oui. Exactement, tu l'as Exactement. transformé en orage. Oui, C'est incroyable. oui, et motorique et beaucoup d'énergie. Après, tu as fait le premier ou le deuxième mouvement, alors? Dans quel ordre ça a continué? Oui. C'était tout à l'envers? Oui, en fait, oui. En fait, oui. Et donc, et là, j'ai fait des petites idées. Et pour le deuxième mouvement, je dois te remercier parce qu'en fait, on était après le concerto de Mozart et on buvait du vin après le concert. Et Adrien, tu m'avais dit, mais David, pourquoi tu fais pas une cadence klezmer? Parce que c'est ta signature, faire une cadence klezmer dans le concerto de Mozart. Et j'étais un peu horrifié. C'était le but. et j'ai dit, oui, oui, je comprends, il y a des clarinettistes qui font les cadences jazz, les cadences, mais pour moi, c'est plus un challenge de ne pas faire ça, mais en même temps, me montrer comme la personne que je suis et d'essayer de vraiment faire vivre ce concerto de Mozart sans, comme on dit, le petit truc ou le petit plus gimmick, klezmer, little gimmick. Et moi, je trouve que le Mozart est tellement pur et tellement beau. Mais pour moi, je trouve une approche vers le Mozart très psychologique. Parce que des fois, on entend le Mozart très beau, pas de vague. Pas de vague. C'est ça. Très beau. Et moi, je mets les vagues. Ah oh oui. Je mets les vagues, je mets le drame, je mets les choses troublantes. Parce que je trouve que la génie de Mozart, il a compris que l'être humain est très, 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 très complexe. Et même dans une heure, quelqu'un peut être très heureux, très triste, très raisonnable, très fâché, très dingue. C'est vrai. Dans dans les pensées, peut-être la personne a l'apparence très placide, mais dans la tête de l'être humain, c'est complexe. C'est la tempête aussi. Oui, c'est la tempête. Et donc... Et alors, si tu as refusé cette cadence klezmer, oui, ça t'a par contre amené dans ton propre concerto, oui, ce que tu me racontais, à y mettre un peu de Mozart. Oui, c'est ça. Parce que je me suis dit, ça sera une idée intéressante et j'ai réfléchi beaucoup. Et donc, j'ai pensé à mon enfance. Pas mon enfance, mais j'avais 23 ans et j'ai visité la ville de Salzbourg. La ville de Mozart, évidemment. La ville de Mozart et le lieu de naissance du Mozart. Et en sortant de cette maison où Mozart est né, j'ai passé une rue, Judengasse, la rue des Juifs. Et je me suis dit, peut-être Mozart, comme gosse, a passé cette rue et il a entendu les prières juives. Et justement, parce que dans le quintet de Mozart, le solo d'alto dans le dernier mouvement comme et ça toi, t'es convaincu que ça vient de qu'il a entendu de la musique juive à Salzbourg et qu'il s'est inspiré de ça, que son inconscient sûrement a mis ça dans le quintet pour clarinette. Oui, et tu es parti de ça. Oui, surtout cette qualité
obsessive. Oui. Badiada, 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 biada, biada. Pour les gens très religieux, quand ils font des prières, les prières sont très obsessives et aussi ils font une espèce de geste de davening, un mouvement répétitif. Oui, exactement. Et je suis 100% convaincu, j'ai pas la preuve, mais suis... Toi, tu es intimement convaincu, comme on dit, que ça, il s'est inspiré de ça. Oui. Et donc, tout ton deuxième mouvement est basé sur les fragments de ce solo. Et tu as poussé le clin d'œil encore plus loin en respectant l'orchestration du concerto de Mozart. Exactement. C'est ça, parce que tu me racontais que le deuxième mouvement, seulement le deuxième mouvement de ton concerto, et avec la même orchestration que le concerto de Mozart. Oui, 2 flûtes, 2 cordes, 2 bassons et cordes. Et les cordes. Et les cordes, oui. Et donc, pour moi, et c'est peut-être une opportunité de jouer ce mouvement en bis. C'est ce qu'on te souhaite. Sauf que j'ai écrit pour clarinette en si bémol. Il faudra juste changer de clarinette. Oui. Ça va. Ça va. Mais une clarinette froide, c'est emmerdant. Mais... c'est vrai. Oui. David, on a passé beaucoup de temps ensemble. Oui. On pourrait parler encore des heures. Oui. Moi, je pense même, tu me dis si tu es d'accord, qu'on fera sûrement d'autres épisodes avec toi. Oui. Parce qu'on a encore plein d'autres choses à te raconter. Moi, j'ai par exemple plein de questions. Moi, je t'ai découvert par exemple avec Abraham Inc. Oui. Moi, j'ai découvert David Krakauer d'abord avec ça. Et donc, c'est carrément un autre style, avec Fred Wesley, avec So Cold. C'était vraiment quelque chose de... Encore un autre univers que tu as su... comme on dit, une corde à ton arc que tu as su rajouter. On en parlera sûrement une prochaine fois. Mais là, pour terminer cet échange et cette interview, on va parler de l'avenir, des nouveaux projets. Et on va juste dire quelques mots sur ce nouveau projet qu'en plus, on va pouvoir découvrir bientôt en France. Il y a une tournée qui se profile là au mois de mars, fin mars. Moi, j'ai noté la date parisienne parce que j'y serai le 29 mars au Café de la Danse. Oui. Mais il y aura plein d'autres dates qu'on pourra communiquer en France. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce projet? Comment tu en es arrivé là? Comment ça s'appelle? Et qu'est-ce que c'est? Le projet s'appelle Mazel Tov Cocktail Party. Et ça a venu, en fait, le titre a venu pendant l'élection aux États-Unis en 2016. Et alors, il y avait une femme qui a soutenu Trump. Et elle disait, tu sais, le rappeur Jay-Z, il soutient Hillary Clinton. Et quel dégénéré! Est-ce que tu as vu ces music videos de Jay-Z? Ça, c'est le genre de type qui soutient Hillary. Tu as vu ces music videos? Et elle voulait dire qu'il jette les cocktails Molotov à la police. Mais au lieu de ça, il jette les cocktails Mazel Tov à la police. Et Mazel Tov, bien sûr, ça veut dire bonne chance. Et c'est une expression pleine de joie. Et donc, je me suis dit, peut-être pourquoi pas un Mazel Tov Cocktail Party, où on jette au lieu d'une arme de destruction, c'est une arme de bonheur et de good vibes, a good vibes explosion. Et donc, aussi avec Kathy, Kathy, elle est la productrice de ce projet, et elle s'est mise avec on avait des samples, on a travaillé avec 3 gens, So Called a contribué, et aussi Jeremy Flower avec qui j'ai travaillé dans le Ancestral Groove, et Keep Alive. Parle de ça aussi. Oh là là. Oui. Évidemment. Et aussi une femme d'origine marocaine, oui, j'ai oublié en français. Une femme d'origine marocaine, et elle prend le nom Bergsoniste.
Bergson parce qu'elle est inspirée par le philosophe Bergson. Mais elle est bergsoniste. Oh, c'est beau. Et elle a fait aussi des boucles extraordinaires. Donc, les 3 gens ont contribué les boucles. À ce projet. Et on a une équipe dingue, une chanteuse qui est moitié québécoise et éthiopienne. Wow. Et elle chante, elle est rappeuse. Et aussi, on a un musicien qui joue le daf, qui est le tambour iranien. Incroyable. Et il est iranien. C'est encore un carrefour de plein de cultures que tu vas nous offrir. On va avoir un mélange explosif, c'est le cas de le dire, de toutes ces cultures. Oui, et avec Jerome Harris, et un guitariste et oud, un musicien d'oud qui s'appelle Yoshi Fruchter. Et voilà, on a notre équipe dingue, et Kathleen joue keyboard, violoncelle et accordéon. C'est formidable. Moi, je suis tellement impatient d'être le 29 mars là pour écouter ça. Le Café de la Danse, c'est pas si grand, donc il faut vraiment réserver ses places. Ça va partir très très vite. C'est sûr que ça va jouer à guichet fermé, comme on dit. Pour toutes les autres dates en province, on en parlera, on mettra ça dans les commentaires et on n'hésitera pas à faire de la publicité à fond. David, merci beaucoup. L'heure passe très très vite. On a même débordé. Je le savais avec toi qu'on allait déborder et que ça allait être passionnant. Donc on recommencera sûrement. On aura plein d'autres choses à faire. Merci vraiment beaucoup. Je pense qu'on va même se quitter un petit peu en musique. On va avoir en exclusivité un petit extrait de ce projet. Si tu es d'accord pour laisser partir les gens avec un peu de musique et leur donner encore plus envie de venir écouter en live. Parce que je vais terminer par une citation que je vais inventer pour faire référence à ce que tu as dit au début. Je pense que tant qu'on n'a pas vu David Krakauer en live, on n'a pas vu David Krakauer. Check it, hold it down on the floor. Tip-toe until we move some more. Step to the front, everyone in line. Land a hand if you wanna have a good time. Oh my, it's quite the party. Get on the good foot, follow cracky. Turn around, find a partner, switch it up. Move faster, tap that foot to the rhythm of the drums. Clap your hands like you're trying to catch a bug. Use the spoons like a knife to fight. Don't fuck around, we just trying to stay alive. So we slide to the left, slide to the right. Slide together, we be up all night. Jump around to Jimmy your tune. There's nothing like a square dance. Get you in the